Les immigrés, cette semaine leur sera consacrée. Ils sont 3 700 000 en France. Bonsoir. Au moment où se réunissent à Alger les 13 pays producteurs de pétrole, les membres de l'OPEP, on laisse entendre que le prix de l'essence augmentera à nouveau en France dans quelques jours, dans la deuxième quinzaine de juin. On ne sait pas encore de combien de centimes, peut-être 5, peut-être plus. C'est une information qui n'est pas encore officielle, mais qui est donnée de sources bien informées. De toute façon, on s'attendait à une nouvelle hausse de l'essence avant les vacances. C'est automatique, on répercute toujours les hausses des prix à la production un mois et demi après. Seulement, il faut tout de même noter qu'il y a un mois et demi, le dollar avec lequel on paye le pétrole était à 4 francs 30 et qu'il est tombé maintenant, aujourd'hui, à 4 francs 10, ce qui réduit quand même sensiblement notre facture pétrolière. La réunion de l'OPEP à Alger a commencé par un discours du président algérien Chadli, lequel s'est prononcé vigoureusement pour une limitation générale de la production de pétrole et pour que le gaz naturel soit vendu au même prix que le pétrole. Cela concerne directement la France. Les arguments du président algérien sont simples. Nous ne devons pas gaspiller nos produits stratégiques. Mais entre pays de l'OPEP, l'heure n'est pas, loin de là, à l'unanimité. D'Alger, notre envoyé spécial Daniel Bigou. Réunis à Alger sont les rois du pétrole. Ils sont 13. À eux seuls, ils vendent la moitié du pétrole consommé dans le monde. Mais ils se heurtent à deux problèmes. Le premier problème, c'est le financement du développement de leur pays, avec une première limite qui est une limite de temps. Dans 10 ans, leurs réserves commenceront à s'épuiser, et puis aussi une limite économique, car à force de faire des augmentations de prix, ils affaiblissent leurs propres clients. Leur deuxième problème, c'est de s'entendre entre eux. Derrière les slogans politiques affirmant la nécessité de s'unir, ils cachent difficilement leur division sur les 3 thèmes essentiels, prix, indexation et niveau de production. La bataille ne peut qu'être rude lorsqu'il s'agit de se partager chaque année un gâteau de 1000 milliards de francs. 3 hommes tiennent les premiers rôles. Le cheikh Yamani représente l'Arabie Saoudite, le tiers de la production de l'OPEP. Il plaide pour un barème unique des prix. Il pratique le prix le plus bas, 28 $ le baril. Selon lui, la surproduction va provoquer dans les prochains mois un effondrement des cours. M. Tayeb Abdul Karim représente l'Irak, le deuxième producteur de l'OPEP. Il appuie la thèse de l'Arabie Saoudite à la seule différence que pour lui, le juste prix sur lequel devraient s'aligner les autres pays, c'est 32 $ le baril. M. Belkacem Nadli représente l'Algérie. Il est soutenu par la Libye. C'est le camp des durs qui ne croit pas à la thèse de l'effondrement des cours. L'Algérie pense que le surplus du pétrole est temporaire. Elle plaide pour une nouvelle augmentation des prix du pétrole. Et premier producteur de gaz, elle plaide aussi pour un alignement du prix du gaz sur celui du pétrole. En novembre prochain, l'OPEP célébrera en grande pompe à Bagdad son 20e anniversaire. Ses 13 membres ont donc seulement 5 mois pour se réconcilier après le sommet de Caracas qui a consacré la politique du chacun pour soi. Voilà, vous avez compris qu'il y avait eu une petite panne d'image sur le commentaire de Daniel Bigou qui nous parlait, et il y a quelques instants, d'Alger. L'un des aspects les plus importants de la question du pétrole est qu'elle met les pays et les peuples qui n'en ont pas de pétrole en situation de dépendance énergétique, et que ce sont les pays sous-développés et sans pétrole qui en souffrent le plus. C'est pourquoi nous allons ouvrir une parenthèse en forme de reportage maintenant sur une énergie nouvelle qui progresse pas à pas, l'énergie solaire. Actuellement, à Marseille se tient le 3e salon de l'énergie solaire et Michel Chevalet y a vu une nouvelle centrale qui fonctionne avec le soleil, mais pour fabriquer du froid, oui, c'est comme ça, et c'est très utile justement pour les pays où la chaleur pose des problèmes de conservation alimentaire ou autre. Michel Chevalet. Cette centrale solaire, j'oserais dire, c'est une nouvelle race de centrale, puisqu'à partir des calories piégées dans les panneaux que vous découvrez, on fabrique non pas des calories, mais du froid. Je m'explique. Voilà, 50 mètres carrés de panneaux, mais des panneaux constitués chacun par 22 tubes en verre, des tubes d'1,50 m de long, semblables à celui-ci. Des tubes dans lesquels on avait un vide très poussé, car vous savez que le vide est de loin le meilleur isolant. À l'intérieur du tube, vous le voyez, il y a l'absorbeur de calories. Et pour prélever ces calories, à l'intérieur se trouve un serpentin en cuivre analogue à celui-ci, simplement glissé à l'intérieur. Dans ce tube circule un réfrigérant qui est acheminé dans un premier bâtiment
au niveau duquel se trouvent des échangeurs. Il s'agit ici d'une station pilote expérimentale. Là, les calories sont cédées à un deuxième circuit rempli d'eau. On arrive dans un deuxième bâtiment où là, les calories, en quelque sorte, fabriquent du froid. Comment? Eh bien, vous le voyez, tout simplement à l'aide d'une machine réfrigérante. Il s'agit ni plus ni moins que d'un gros réfrigérateur, mais à absorption, c'est-à-dire sans aucun moteur, entièrement statique. Le résultat, vous le voyez sur ces thermomètres. Température de l'eau fournie par le soleil, ce matin à 10 h, 78 degrés. Température de l'eau à la sortie, de l'eau pour la réfrigération, la climatisation de ce bâtiment, simplement 8 degrés. Voilà donc cette nouvelle race de centrale solaire Mazda ici dans la banlieue nord de Marseille. Bref, une technique d'avenir, une technique que l'on verra peut-être dans le monde entier, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a d'autres sorties, si vous voulez. Il faut penser qu'il y a les conservations des produits. Les produits, ne serait-ce que les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, qui nécessitent la production de froid, de conservation. Et ça, c'est un marché mondial absolument extraordinaire, qui n'est pas desservi actuellement. Il y a un autre problème, c'est qu'on n'est pas obligé, avec ces capteurs qui ont pour vertu de sortir au-dessus des 100 degrés fatidiques, on peut faire avec de tels capteurs de la vaporisation de l'eau, donc de dessalement. On peut donc produire aussi de l'énergie, parce que quand on fait de la vapeur, on fait tourner des petites machines. On peut faire des pompes, on peut produire de l'électricité, etc. Vous voyez que les débouchés ne sont pas que le froid. Toutes les informations sur l'Afghanistan concordent, malgré, il faut bien le dire, leur imprécision, malgré la difficulté de vérifier ces informations. L'armée soviétique a engagé des forces énormes, 5 divisions, dit-on, 3000 chars, tout près de Kaboul, la capitale, pour anéantir les résistants musulmans qu'on estime à environ 20 000 et qui se prépareraient à attaquer Kaboul. Les combats ont lieu dans la montagne, à 20 km de la capitale, depuis une semaine. Aujourd'hui, un MiG et un hélicoptère soviétique auraient été abattus, par les résistants toujours, et toute une série d'autres informations montrent que l'armée afghane est en désordre, oui, en tout cas désorganisée, que le régime pro-soviétique est de plus en plus isolé, coupé de sa population. Radio Kaboul a annoncé hier l'exécution de 6 hauts fonctionnaires du précédent régime, communiste lui aussi, parce qu'ils avaient torturé et tué un grand nombre d'innocents. Mais un chef de la résistance a été également exécuté. C'est un ancien étudiant en théologie, très populaire, connu sous le nom de Kalakani, et cela pourrait relancer l'agitation étudiante. Le point sur la situation en Afghanistan, sur les plus récentes images que nous ayons pu recevoir, Raymond Girard. Le 27 décembre 1979, un pont aérien soviétique sans précédent achemine vers Kaboul 20 000 hommes de troupes pour sauver le régime du président Babrak Karmel qui est au bord du gouffre. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir le 29 avril 1978 en Afghanistan, les communistes ont accumulé une série d'erreurs catastrophiques. Erreurs qui ont dressé la majeure partie d'une population totalement acquise à l'islam contre le nouveau pouvoir athée, matérialiste et totalitaire de Mohamed Taraki, d'Hafizullah Amin et finalement de Babrak Karmel. Déjà, la majeure partie de l'armée afghane a rejoint les rangs de la résistance qui s'organise à travers le pays. Sur 100 000 hommes de troupes, il n'en reste que 20 000, souvent désarmés par les soviétiques, de crainte qu'ils ne passent à la dissidence. Les Moudjahidines, les maquisards afghans, ont soulevé le pays contre l'envahisseur soviétique dont l'aviation bombarde au napalm les villages qui portent secours aux combattants de la foi. 600 000 réfugiés, surtout des vieillards, des femmes et des enfants, affluent vers la frontière pakistanaise, 200 000 vers l'Iran. Ces deux pays frères leur accordent un accueil précaire, mais pratiquement pas d'armement. Et pourtant, la résistance afghane, qui jouit de l'appui inconditionnel de la population, contrôle la majeure partie du pays. Herat, la deuxième ville de l'Afghanistan, est tombée entre leurs mains récemment. On disait, voici quelques mois, que les soviétiques trouveraient leur Vietnam en Afghanistan. Ils sont passés de 20 000 hommes à 120 000 hommes en 6 mois d'intervention. Leurs pertes en matériel et en vie humaine seraient si lourdes que Moscou aurait décidé de lancer cette nouvelle offensive pour briser définitivement la résistance afghane. Mais jamais dans leur histoire, les Afghans n'ont été conquis ou occupés par un pays étranger.
Les Anglais, qui s'y étaient frottés en 1842, avaient alors perdu 35 000 hommes. La semaine qui vient sera décisive pour Moscou. Si les Soviétiques échouent dans leur tentative, ils se retrouveront face à deux choix. Soit d'augmenter leur effort militaire ou encore d'accepter un plan de neutralisation de l'Afghanistan. Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères, a eu aujourd'hui des entretiens avec les dirigeants roumains à Bucarest pour préparer le voyage de M. Ceausescu en France au mois de juillet. Et samedi, le président roumain avait pour la première fois appelé à l'action pour une solution politique en Afghanistan, une solution qui mette fin d'abord au soutien extérieur apporté aux forces antigouvernementales et puis aboutisse ensuite au retrait des unités militaires soviétiques. C'est ce que l'on trouve à peu de choses près dans le communiqué commun franco-roumain qui finalement contrarie très peu, vous le voyez, la thèse soviétique qui a toujours dit d'abord fin de l'intervention étrangère et puis ensuite nous partirons d'Afghanistan. L'Amérique supplie l'Égypte et Israël de reprendre leurs négociations sur l'autonomie palestinienne. Il faut aller jusqu'au bout des accords de Camp David, vient de dire le secrétaire d'État américain Muskie dans une conférence de presse. Et il a ajouté qu'il n'avait rien finalement contre une initiative européenne qui pourrait être prise cette semaine à Venise, mais à condition qu'elle ne chamboule rien dans ce qui a déjà été négocié à Camp David. Cette réunion pourrait se tenir début juillet, le président égyptien Sadat en est d'accord, mais le chef du gouvernement israélien, M. Begin, semble en difficulté sur beaucoup de points. Il s'en prend au président Sadat, qu'il accuse d'avoir des relations coupables à ses yeux avec d'autres pays arabes qui soutiennent les Palestiniens. Mais surtout, c'est dans son propre pays, en Israël, qu'il est de plus en plus au centre d'une fièvre politique qui s'est accentuée, bien sûr, après les attentats d'extrémistes israéliens contre les maires palestiniens de Cisjordanie. Robert Buchard est revenu aujourd'hui d'Israël et des territoires occupés. Écoutez son témoignage sur ces images. Jamais, depuis 1967, depuis cette guerre des 6 jours durant laquelle les Israéliens avaient envahi la Cisjordanie, jamais la situation n'a été aussi tendue dans les territoires occupés. Certes, apparemment, l'ordre et le calme règnent en Cisjordanie, mais à quel prix? Les soldats israéliens sont obligés de maintenir une poigne de fer sur les territoires. Chaque manifestation est réprimée avant même qu'elle ait commencé. Et lorsqu'en désespoir de cause, pour protester, les Palestiniens déclenchent une grève, les soldats israéliens obligent les commerçants à rouvrir leurs boutiques. Interdiction de parler aussi, interdiction pour les Palestiniens de lire certains journaux. Des milliers de soldats sont mobilisés pour surveiller et contrôler. Regardez ces images. Ici à Ramallah, à l'entrée des territoires occupés, ces 2 jeunes femmes ont été arrêtées parce qu'elles essayaient de faire entrer en Cisjordanie des journaux interdits. Elles risquent 6 mois de prison. Il faut que le monde soit conscient de ce qui se passe. On nous demande de nous taire. Il y a un ordre de gouvernement militaire contre la population, les maires, les personnalités palestiniennes de la Cisjordanie de se taire. Mais faut-il nous taire? Si nous allons nous taire et avoir peur, c'est un terrorisme mental qu'on est en train d'employer contre nous. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que, aussi au temps de nazis, on avait peur. On avait peur de parler. Et il y avait une tragédie en ce temps-là, parce que les gens avaient peur de parler. Et moi, je crois que c'est la conscience du monde entier. Si quelque chose arrive à nous, quand nous parlons, il faut que l'Europe met beaucoup plus de pression. Il faut que l'Amérique met beaucoup plus de pression sur Israël. Cette situation ne va pas sans créer des problèmes au Premier ministre Begin, car une majorité des Israéliens se rend compte qu'Israël est en train de ternir son image dans le monde. Begin est attaqué de toutes parts, et même au sein de son propre parti. Et tout cela se passe au moment où Israël est aux prises avec une crise économique sans précédent. Cette année, le taux d'inflation dépassera probablement les 100%. Le gouvernement se voit contraint de vendre la compagnie aérienne El Al à des groupes privés. Et hier, les Israéliens ont appris avec stupeur que les fonctionnaires de Tel Aviv ne seraient pas payés ce mois-ci, parce que les caisses sont vides. Mais les ultras ne démordent pas. Hier, le député Sharon, l'homme qui veut développer à n'importe quel prix les implantations dans les territoires occupés, a financé une nouvelle implantation sauvage. Il a donné 2 millions de livres israéliennes pour permettre à 35 familles de s'installer dans ce village de toile, créé en une nuit à quelques kilomètres de Jérusalem.
Semaine du dialogue français travailleurs immigrés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain. Elle est organisée par le secrétariat d'État aux travailleurs immigrés. Elle va se manifester dans toute la France par des assemblées, des rencontres, des expositions, des fêtes populaires même. Mais certaines associations d'immigrés ou de soutien aux travailleurs immigrés ne sont pas d'accord avec cette semaine officielle du dialogue. Ils l'ont montré samedi à Paris et en province en protestant contre le racisme et l'arbitraire, contre les expulsions d'immigrés, contre la limitation des droits des étrangers résidant en France. Depuis 3 ans, on enregistre une baisse sensible de la population des immigrés. Ils sont 500 000 de moins qu'en 1977. Une enquête de François Gau sur les travailleurs immigrés avec des témoignages recueillis dans un foyer Sonacotra qui abrite 300 d'entre eux à Évry, dans la région parisienne. Il y a très exactement 3 700 000 immigrés en France, 8% de la population totale. 1 642 000 sont salariés, 7,5% de la population active. Et vous travaillez dans quelle branche, dans quelle profession? Maçon. Et il y a longtemps que vous êtes ici au foyer? Depuis 75. 850 000 enfants d'immigrés sont scolarisés, 600 000 dans le primaire, 250 000 dans le secondaire. Vous pensez souvent à la Turquie? Oui. Et vous avez votre famille en Turquie? Oui. Vous avez des enfants? 5 des enfants. 210 000 familles d'immigrés habitent en HLM, 45 000 de plus qu'en 1975. 170 000 immigrés vivent dans 800 foyers conçus pour eux, 33 000 lits en plus depuis 1975. Pour ces 170 000 surtout, les difficultés sont quotidiennes. Les difficultés, c'est des demandes de stage, comment il faut faire venir sa famille, tous les papiers, et surtout les papiers de la sécurité sociale, les accidents de travail, régulariser les situations avec l'administration. Chaque immigré qui souhaite retourner dans son pays perçoit aujourd'hui une aide financière, prime de 10 000 francs et frais de voyage payés. Parmi ceux qui choisissent de rentrer, 1 sur 4 est un chômeur. Quand vous allez voir une entreprise du bâtiment pour trouver un emploi, Je m'entraîne dans certains cas, comme chef d'équipe. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et il a dit, tu vas aller à ton pays, à ce moment-là, il n'y a pas de place pour toi. L'an passé, 39 000 immigrés sont ainsi partis volontairement avec l'aide au retour. En 1980, globalement, pour la France, cette aide financière s'élèvera à 500 millions de francs. Avant de rentrer au pays, les immigrés qui n'ont aucune qualification bénéficient d'une formation spéciale afin de permettre leur réinsertion professionnelle chez eux. Ils sont encore, il est vrai, en tout petit nombre, 961 en 1979. L'Union syndicale des magistrats, l'USM, veut demander au président de la République un réexamen du projet Perfit. Ils ont pris cette décision au cours de leur congrès qui s'est terminé hier à Pau. Et puis Edmond Maire aujourd'hui dénonce aussi ce projet qu'il qualifie pour sa part de camisole anti-syndicale. Ce projet, je vous le rappelle, doit être débattu mercredi à l'Assemblée nationale. Manifestation cet après-midi à Amiens, à l'appel de la CGT pour la défense des radios libres et après l'intervention samedi des forces de l'ordre dans les locaux de la Bourse du Travail d'Amiens, là où était installé l'émetteur de Radio La Fleur. Et puis, toujours à propos de ces radios de lutte de la CGT, le maire communiste d'Auby dans le Nord a été inculpé cet après-midi par le juge d'instruction de complicité de violation de monopole de radiodiffusion. C'est dans sa commune, une commune minière, qui était installé l'émetteur de Radio Quinquin. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève à l'appel de leur syndicat. Ils observeront un mouvement de grève tous les lundis et mardis jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ils demandent notamment l'amélioration de leurs conditions de travail, la revalorisation de leur traitement, une augmentation de leur indemnité et une avance pour l'achat de leur voiture. Retour des cosmonautes soviétiques, Yuri Malitchev et Vladimir Aksenov. Ils ont regagné en fin de matinée la Terre à bord du module de descente Soyouz T2, un vaisseau spatial d'un type nouveau. Les cosmonautes ont rapporté sur Terre les résultats des recherches et des expériences effectuées à bord de la station Salyut 6.
Dans la Transat solitaire anglaise, Marc Pajot est toujours en tête sur le bateau d'Éric Tabarly. Et puis ce matin, une équipe de TF1 a pu survoler les concurrents grâce à un Falcon 10 de la base de Landivisiau. Ces images, un peu exclusives, sans aucun doute seront les dernières que nous verrons avant l'arrivée aux États-Unis. Eugène Réguidel et Éric Loiseau, que vous apercevez, sont deuxième et troisième. Ils se trouvaient à ce moment-là à 600 km du départ. Le vent du nord soufflait assez fort. Les concurrents n'avaient pas mis, vous le constatez, leur spinnaker et malgré ces conditions météo un petit peu difficiles, Stéphane Magnier a pu constater que tout semblait se passer sans problème jusqu'à ce soir. Ce soir, on a appris que Jacques Timsit a fait un naufrage. Il a heurté une épave. Actuellement, il est sur son canot de survie. Il attend que l'on vienne le récupérer. On a pu, en effet, tout de suite être au courant du naufrage. Et c'était un navigateur confirmé. Oui, mais tant mieux. J'espère qu'on ne va pas tarder à le repêcher. Le temps, en France, sur notre petit hexagone. Température correcte aujourd'hui, mais sans plus. Autour de 20 degrés, sauf près de l'Atlantique, où il faisait plus frais. Demain, le ciel sera généralement couvert et brumeux en matinée. Il pourra pleuvoir dans le nord-est et sur les Alpes. Des orages sont prévus également sur le midi méditerranéen. Il y aura tout de même des éclaircies demain en toute région, mais le parapluie est assez recommandé. L'été sur TF1, c'est l'été comme partout, mais ce sera un été très actif. On ne se mettra pas en veilleuse, bien au contraire. Il va même y avoir de grands moments pour les téléspectateurs. Comme c'est d'usage, on a présenté ce matin ces programmes de l'été à la presse et notre PDG, Jean-Louis Guillot, a souligné que l'été était une période propice aux créations d'émissions, les émissions régulières de l'année prenant à ce moment-là du repos, c'est bien naturel. Donc, place à l'innovation l'été et au banc d'essai aussi. L'effort de création du premier semestre 80 va de toute façon se poursuivre dans les 6 mois qui viennent. Un aperçu de ces programmes de l'été sur TF1 avec Sylvie Hay. Entre le 30 juin et le 7 septembre, TF1 présentera 100 heures de documentaires de création. Parmi ceux-ci, cette fresque en 7 épisodes de l'Empire colonial français de Jacques Cartier à Lyautey. Une masse impressionnante de documents authentiques, de films d'archives, de dessins et croquis d'époque ont été regroupés. Dans le cadre de l'année du patrimoine également, une série sur les châteaux nous sera proposée. Du Moyen-Âge à l'Empire, du château de Vincennes à la Malmaison, 5 visites guidées compteront l'aventure d'un château. Les téléspectateurs TF1 auront cette année d'abord l'occasion de voyager, et je pense surtout aux téléspectateurs qui sont retenus chez eux ou qui ont peu de vacances et qui ne voyagent pas. Nous leur ferons parcourir le monde. Ils auront des occasions de se distraire avec grand nombre de films de Bourvil et aussi, je pense à notre cycle de dramatique policière. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, ou à l'art lyrique, ou à la musique, il y aura également beaucoup de programmes de nature à les intéresser. L'horaire du journal de 20h ne bouge pas? Non, l'horaire du journal de 20h ne bouge pas. C'est vrai qu'on avait pensé à le changer pour permettre aux gens de rentrer un peu plus tard chez eux, mais il fallait pour cela l'accord des 3 chaînes de télévision et l'expérience, disons, est remise à l'année prochaine. Le Tour de France du 26 juin au 20 juillet aura les honneurs de TF1. Résumé filmé, tribune face au Tour, ainsi que 13 directs assureront la couverture de l'événement sportif. Un Grand Prix TF1 récompensera le coureur le plus complet du Tour. En ce qui concerne les Jeux Olympiques de Moscou, des précisions seront données ultérieurement sur les différentes retransmissions. L'antenne sera ouverte également à des sports de compétition, un peu oubliés pendant les autres mois de l'année. Au total, 165 heures de production lourde, sans compter les émissions pour la jeunesse, les directs du samedi et les retransmissions sportives. Et puis ce n'est pas encore tout à fait un programme de l'été que nous propose ce soir Yves Mourouzi à Versailles, mais c'est une grande soirée en tout cas de culture et de divertissement dans le prestigieux château dont le président de la République a inauguré ce matin la dernière tranche de somptueuse restauration. Et ce soir, Yves Mourouzi vous proposera par exemple le danseur Nureyev, les comédiens du Français, tout ça dans le cadre du château de Versailles, Pierre Cochereau aux Grandes Orgues de la Chapelle, mais Yves Mourouzi vous en dira plus dans un instant, tout de suite après ce journal. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Merci de votre attention. Et dernier journal avec Joseph Poli, en fin de programme.